Eh bien bonjour, cette fois-ci on est vraiment au mois de mai et là il reste encore pas mal de choses à planter dans le jardin. J'ai les aubergines, les poivrons, toutes les tomates sont plantées, il ne reste plus que quelques-unes à repiquer. Il y aura les patates douces que je vais récupérer la semaine prochaine et je vais semer aussi toutes les courges, les melons, les pastèques directement en pleine terre, donc on va aller voir un peu comment on fait ça. Là j'ai pris des graines et vous pouvez me suivre. Ça va être très simple. Alors, tout ce qui est courges, melons, pastèques et tout ça, j'ai arrêté de les faire en godet et tout ça, parce que j'arrivais pas à faire des beaux plants. Et au moment du repiquage, à chaque fois, il faisait chaud, ou il faisait trop froid, ou il pleuvait. Et du coup, je me retrouvais avec des plants qui prenaient pas bien. Et comme c'est des plantes, de toute façon, typiquement les courges qui sont sur de la longue durée et que j'ai pas besoin d'avoir ça trop tôt dans la saison, parce que c'est des plantes qui vont me durer tout l'hiver, et ben en fait que je les démarre une semaine avant ou une semaine après, ça change pas grand chose. Et du coup, par exemple, là je récupère le terreau des petites mottes de poivrons que j'ai repiqué, on va voir ça après. Et là c'est un exemple parmi plein d'autres, mais j'ai le voisin qui m'a ramené plein de fumier plus ou moins décomposé. Et donc ce qui va se passer ici, c'est que je vais tout bâcher pour éviter qu'il y ait des herbes qui poussent. La bâche, ça va avoir plusieurs utilités. C'est que ça va empêcher l'enherbement sur mon tas de fumier. Parce qu'en fait, là, il y a plein de plantes qui vont pousser dessus. Et il y aura plein de graines ensuite dans mon fumier. Et quand je vais le répandre sur le sol, je vais avoir plein de graines d'adventice qui vont pousser. Et donc ça va être un peu gênant. Et en plus, s'il pleut trop, le fumier sera trop humide, donc la décomposition sera mauvaise, il n'y aura pas assez d'oxygène. Et s'il fait trop sec, en fait, pareil, la décomposition sera trop mauvaise parce qu'il n'y aura pas assez d'eau dans mon tas de compost en fait. Et donc le fait de bâcher, ça va me permettre de maintenir une bonne hygrométrie dans le compost pour qu'il fasse vraiment du bon terreau sur la durée. Et en plus, comme je le bâche, je vais pouvoir semer des courges directement. Et donc là, ce que je fais souvent, c'est que je commence par faire ça au mois de mai et ça me permet de cultiver des courges sur mon fumier. Et ensuite, à l'automne ou au printemps suivant, je vais pouvoir étaler mon fumier sur mon terrain. Et là, pour semer, c'est très simple. Donc, on voit que là, il y a des plantes qui ont germé. Je vais simplement les arracher. Ah, c'est costaud ça, c'est de la panique. Comprendre pourquoi ça s'appelle la panique, parce que quand elle arrive, faut paniquer quoi. Voilà. Donc là par exemple j'ai un petit trou. Je vais juste mettre un petit peu de compost. C'est du terreau de plantation. Là ça a l'avantage en fait de bien garder l'eau. Et c'est aussi un terreau qui est monté en température. Et donc ça fait aussi un effet paillage. Ça veut dire qu'il y a peu d'enherbement qui va arriver. Et là, hop, ensuite je prends mes graines. Ça c'est du potimarron. Vous voyez, il y a la petite pointe là qu'on met vers le bas. On va juste planter ça comme ça. Souvent je mets 2 graines, comme ça je multiplie mes chances de réussite. Et après quand il y en aura 2 ou 1, je viens l'éclaircir. Et voilà. Et donc là, en fait je fais ça maintenant parce qu'on est début mai. Et donc il fait encore un peu frais, mais les chaleurs vont arriver, donc la germination va être optimale. Là il vient d'avoir les seins de glace. Donc si j'avais planté les graines juste avant les seins de glace, les seins de glace c'est vers le 10 mai à peu près, il aurait sûrement fait froid et humide. Pas toujours, mais cette année c'était le cas. Et donc mes graines elles auraient sûrement pourri dans le sol. Et donc là j'attends. En fait j'attends que le sol soit suffisamment chaud. Là dans quelques jours il va faire 28 degrés. Donc le sol est bien humide, ça va être chaud, donc ça va bien germer. Donc il faut bien regarder la météo avant de faire ses semis. Notamment pour les haricots par exemple. Là je vais pouvoir commencer à en semer dehors. Parce qu'il faut que le sol soit suffisamment chaud pour que ça germe bien. Et si ce n'est pas le cas, en fait les graines vont simplement moisir dans la terre. Et ça coûte très cher, vous avez du temps de travail, tout ça est perdu, donc c'est dommage. Et vous voyez là, ces graines-là, je vais aller faire ça sur tout le terrain. Là. Dès qu'il y a les petits trous dans mes bâches, paf, je mets, hop, je sème des graines. Et comme on est sur un gros tas de fumier, en fait, ça va faire des courges énormes. Et ici, je n'ai même pas besoin de les arroser, parce qu'il y a tellement d'eau accumulée dans le compost en dessous, que même sans arrosage, ça va produire à bloc des courges dans tous les sens. Et ça va être joli parce que les gens, quand ils vont arriver au jardin, il y aura une espèce d'océan de courges. C'est très beau. Puis à l'automne, il y a toutes les couleurs et tout qui arrivent.
c'est très sympa. Voilà. Ok, alors on va aller voir les poivrons que je suis en train de repiquer. Et c'est là que j'ai eu ce petit truc de terreau là. Je vais vous montrer ça. Donc ça, c'est des plants que j'ai achetés parce que les poivrons et les aubergines, c'est toujours une histoire de température. Ça aime bien quand il fait 27-30 degrés. Et donc pour faire des beaux plants comme ça, il faut soit faire ça sur des couches chaudes. Donc c'est du fumier qu'on met en décomposition au printemps et qui émet de la chaleur. Et par-dessus, on rajoute un voile de forçage et on met ça sous serre. C'est beaucoup de main-d'œuvre, de travail et puis ça chauffe pas pendant très longtemps. Donc faut gérer bien le truc. Ou sinon, on met aussi ça dans des vérandas, ou le mieux, c'est des nappes chauffantes, en fait. C'est des résistances électriques qui vont chauffer le sol, qui permettent d'avoir des beaux plants comme ça. Et moi, je ne suis pas trop équipé en ça, parce que j'ai pas beaucoup de serre à plants et tout ça. Donc, j'achète mes plants de poivrons. Et là, en fait, je commence à les repiquer sous serre. Donc, on voit que j'ai déjà repiqué toutes les aubergines. Et j'ai commencé à repiquer les poivrons ici. Là, vous voyez qu'il y a les épinards, en fait, que j'avais semés au printemps. Et à la place des poivrons, j'avais des épinards. Et ils sont là. Donc je les ai arrachés, je les ai cueillis, je les ai vendus, je les ai arrachés. Et là, je remets les poivrons à la place. Et après, je pourrais cueillir ces épinards-là et les manger. Et je les arracherai, parce que là, vous voyez, de toute façon, ils commencent à monter en fleurs. C'est le problème des épinards, c'est que dès qu'il fait un petit peu chaud, paf, ils montent en fleurs. C'est intéressant l'épinard parce qu'il y a une plante mâle et une plante femelle. Donc vous allez avoir des graines, pas sur toutes les plantes. Ça, je ne sais plus si c'est une femelle ou un mâle, mais donc on peut voir en fait au niveau de la floraison que c'est différent. Et si vous voulez faire vos graines d'épinards, c'est possible, mais tous les épinards ne vont pas faire des graines. Il y aura les plantes mâles vont juste faire du pollen pour polliniser les fleurs femelles. Et derrière, il y a les tomates que je vais faire grimper tout en haut, et on voit la vigne que j'ai commencé à tailler aussi, parce que dès que ça commence à pousser, vous voyez là, il y a la grappe de raisin qui va fleurir. Je ne sais pas si vous avez déjà senti ça, mais ça sent très très bon. Et donc je coupe juste au-dessus, voilà, pour limiter en fait l'ombre qu'il va y avoir sur les plantes en dessous. Si j'y avait que de la vigne, on pourrait laisser un peu plus de feuilles. Mais là, j'ai vraiment envie que la lumière puisse passer sous la vigne. Il y a d'autres gens aussi qui taillent un peu les grappes, voilà, pour en fait optimiser la fructification. Enfin pour que ça mûrisse bien. Mais voilà, c'est quand même pas mal de taf. Puis je connais pas trop, j'ai pas de retour d'expérience à vous dire là-dessus. Là, on voit toutes les aubergines que j'ai plantées. Faire gaffe ici parce que j'ai mis des physalis dans les rangs. C'est des physalis qui viennent toutes seules. Et là on en voit une belle ici là. Ça revient tout seul ça. Alors bon, ça va être un peu bordélique mais voilà, c'est comme une plante que j'aime bien donc j'en laisse toujours quelques-unes. Et là, on voit cette aubergine là, c'est des aubergines greffées que j'ai déjà plantées il y a plusieurs semaines. J'ai eu les plants plus tôt. Et donc on voit que là, ça pousse beaucoup plus que les autres. Mais bon, les autres vont venir après, donc ça va s'échelonner. Pour planter les poivrons, vous voyez là, ma motte, elle est un peu trop grosse, c'est embêtant. Donc je vais juste casser la motte comme ça. Ça va pas trop abîmer. C'est même mieux, parce que vous voyez, quand il y a une motte comme ça un peu dure, parfois les racines ont du mal à sortir. Donc de casser un petit peu la motte. Désolé pour le bruit, il y a une petite machine là qui passe dans le jardin. Et après, juste un petit trou dans le sol, mon poivron, et voilà. C'est tout simple. Alors, vous voyez là, il y a de la bâche noire, c'est de la bâche d'ensilage. Je fais pas ça parce que j'aime bien spécialement les bâches, mais j'ai fait ça à la base parce que j'ai beaucoup de liserons dans mon jardin. Le liseron, c'est une plante vivace qui était déjà naturellement présente sur mon terrain et qui est super résistante. Vous voyez là, il y en a. Elle fait des longues racines sous terre et elle s'entortille ensuite sur les plantes et elle tue toutes mes plantes, quoi. Et le fait d'avoir découvert le sol et mis du paillage, ça a favorisé la multiplication du liseron qui était avant en concurrence un peu relative avec les autres plantes de la prairie. Mais là, en fait, face aux légumes, le liseron est beaucoup plus concurrentiel. Et donc, j'avais vraiment beaucoup de désherbage. C'est-à-dire que j'allais tout le temps, genre presque une fois par semaine enlever le liseron. Et s'il n'y avait pas de liseron, je désherbe 1 ou 2 fois, quoi. Mais
Là, c'était vraiment beaucoup de travail, donc ça devenait très difficile à gérer. Et j'ai essayé de laisser à nu, de le couper régulièrement. Et en fait, ça pousse vraiment très fort. Ça fait des racines qui ont plusieurs mètres de profondeur. Et c'est la seule solution que j'ai trouvée en fait pour pouvoir gérer cette plante sans mettre de désherbant, de synthèse chimique et tout ça. C'est de mettre cette bâche qui me permet en fait d'avoir vraiment pas de lumière qui passe et de tuer cette plante. Et dans la première serre là, en fait, au bout de 2-3 ans, le liseron a réussi à disparaître et j'ai pu refaire des cultures sans bâche. Mais voilà, j'ai vraiment été obligé de faire ça parce que sinon c'était beaucoup trop de travail, quoi. Alors il a fallu que je déplace mon potager. Mais comme c'est une plante vraiment qui est déjà là, voilà, c'était un peu le problème. Alors, en mettant les bâches, je me suis rendu compte, bon, c'est pas très sexy une bâche noire comme ça, mais il faut savoir que je la garde d'année en année, je les change pas. Elles sont vraiment résistantes, c'est des bâches spéciales et ça me garde en fait l'eau dans le sol, mais d'une façon assez extraordinaire. Ça veut dire que j'arrose beaucoup moins les plantes et il y a beaucoup moins de désherbage. En dessous, en fait, il y a une vie du sol assez extraordinaire. Si on l'enlève, il y a plein de turillons de vers de terre. Ils viennent vraiment manger toute la matière organique. C'est-à-dire que de temps en temps, j'enlève les bâches, je remets du compost. Et ça préserve vraiment l'eau dans le sol, quoi. Donc c'est incroyable parce que toute l'eau qui essaye de s'évaporer condense sur la bâche et redescend dans le sol. Ah, il y a Minilou qui vient nous voir. Et autre chose, ça permet aussi au sol de se réchauffer au printemps. Et donc pour les plantes qui aiment bien la chaleur, comme les poivrons, les aubergines, les tomates et tout ça, ça me permet vraiment de les démarrer hyper facilement au printemps, beaucoup plus facilement que sur du paillage qui a tendance à maintenir le sol froid et humide, ce qui n'est pas bon en fait pour réchauffer le sol. Donc finalement, voilà, c'est un peu chiant parce que c'est du plastique et tout, qu'on ne sait pas trop. S'il y a des traces de microplastique dans le sol ou je ne sais pas quoi. Mais si je fais pas ça, en fait, la solution, ce serait vraiment d'avoir des jardins beaucoup plus petits. Ça voudrait dire de ne pas faire un truc commercial, quoi. Parce que dès qu'on veut vendre des plantes, en fait, les légumes, c'est tellement pas cher que si vous voulez gagner un petit peu d'argent et pouvoir exister dans la société, vous êtes obligé de produire quand même pas mal de trucs, quoi. Et voilà, si je voulais pas utiliser de plastique, il faudrait que je fasse un jardin beaucoup plus petit. Et du coup, j'aurais rien à vendre. Alors, ça serait chouette, mais voilà. Le montre fonctionne pas trop comme ça. Et ou alors, il faudrait que tout le monde se mette à faire du jardin, quoi, comme avant. Mais bon, comme il n'y a que 1% des gens dans notre pays qui font pousser des plantes, voilà. Il faut quand même que ça envoie un petit peu. Donc, je mets des bâches. Mais voilà, à la base, c'était pas trop mon truc, moi. Hop. Donc les poivrons. Alors il y a un autre sujet en ce moment là, je ne sais pas si vous êtes au courant. C'est les taux de cadmium dans le sol. C'est un métal lourd qui est déjà présent naturellement dans le sol en France, mais qui vient surtout des engrais phosphatés qu'on achète au Maroc, qui sont pleins de cadmium. Et donc en fait on met plein d'engrais phosphatés parce que c'est vraiment le phosphate, c'est vraiment un des éléments nutritifs qui est hyper important pour la vie des plantes. Et s'il n'y en a pas, en fait, il n'y a rien qui pousse. Et en fait, l'agriculture conventionnelle est ultra dépendante au phosphate. Si ça vous intéresse, vous regardez la vidéo d'Hervé Covès sur le cycle du phosphore. Et dans cette vidéo, il vous explique en fait que le pic du phosphate, ça arrive bientôt. C'est en 2035-2040, comme le pic oil pour le pétrole. Ça veut dire que bientôt, en fait, il y aura de moins en moins de phosphore disponible en fait dans les roches-mères. Donc c'est des mines, grosses mines à ciel ouvert. Et il faut savoir surtout qu'en fait en bio, on met pas d'engrais phosphatés, quoi. C'est vraiment juste l'agriculture conventionnelle. Je crois que j'ai vu les chiffres, il y a 1% des agriculteurs bio qui mettent du phosphate dans certaines conditions. Et nous, on n'en met pas du tout. Voilà. Et moi, j'ai jamais foutu aucun engrais de synthèse de toute façon dans mon terrain. Il y a juste de la matière organique. Et il faut savoir qu'en fait, les phosphates, ils se trouvent dans la matière organique, dans les ossements surtout. Donc en fait, il suffit d'avoir par exemple une souris qui meurt sur mon terrain. Par exemple, à cause de Matou qui est là. Ensuite, la souris elle va être enterrée dans le sol par des petits insectes. Et les champignons du sol vont venir récupérer les phosphates présents sur
les ossements de la souris et ils vont dispatcher comme ça les phosphates un petit peu partout sur le terrain grâce aux champignons du sol. Il faut savoir que les champignons du sol, c'est pas des gros capitalistes comme nous, ils prennent pas le phosphate, ils le gardent et puis ils le revendent hyper cher quand il n'y a plus de phosphate pour toutes les plantes. C'était un truc de Pierre Rabhi comme ça, il disait mais imaginez un lion qui tue toutes les gazelles, il les stocke dans un grand frigo et ensuite il dit aux autres lions bah maintenant il va falloir me payer parce que j'ai été stocké de la gazelle. Voilà, donc c'est un peu le paradoxe. Donc dans la nature, c'est pas trop comme ça que ça se passe, pour le phosphate en tout cas. Il y a une redistribution, dès qu'un truc est très rare en fait, c'est partagé. Et le phosphate ça fonctionne comme ça. Regardez vraiment la vidéo d'Hervé Covès là-dessus, c'est hyper intéressant. En fait il y a des scientifiques qui ont fait une expérience, ils ont tracé des molécules là de phosphore en ajoutant des isotopes radioactifs dedans. Bon, peut-être que je fais des erreurs, je ne suis pas chimiste. Et du coup ça leur permettait de voir où va le phosphore sur un terrain de 1000 m². Et en fait ils ont mis ça dans un ossement et les champignons ont pris le phosphate, pouf, ils l'ont dispatché un petit peu partout. Et en fait en 2-3 jours ils se sont rendus compte que le phosphate avait été distribué sur plus de 1000 m² par les champignons du sol.